Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Alors Fréquence Médiévale, vous savez qu'on est l'émission du site Histoire et Images Médiévales. Et Histoire et Images Médiévales s'associe comme chaque année depuis 4 éditions au festival Bobine et Parchemin, le festival de films médiéval. Et cette année, le thème du festival, c'est le rire. Et donc il nous a semblé pertinent de faire une émission justement sur le rire au Moyen-Âge. Alors au passage, vous retrouverez évidemment le programme du festival sur le site him-mag.com. Alors donc pour parler du rire au Moyen-Âge, on reçoit un historien du Moyen-Âge, Jacques Berlioz, directeur de recherche au CNRS et ancien directeur de l'École des Chartes, qui nous fait un plaisir de venir parler au micro de Fréquence Médiévale. Jacques Berlioz, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais j'aimerais quand même citer pour commencer quelqu'un que vous avez, un historien célèbre que vous avez connu. Ça a été votre maître quelque part, Jacques Le Goff, qui disait en 1991 dans un documentaire du CNRS qui est disponible en ligne: le rire est un phénomène historique, les sociétés ne rient pas de la même façon et des mêmes choses, et dans notre société le rire a changé. Fin de citation. Le rire a changé par rapport évidemment au Moyen-Âge, parce que ce qu'on va essayer un peu de voir aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pouvait rire et de quoi est-ce qu'on pouvait rire au Moyen-Âge. Alors vaste sujet, je vous pose de but en blanc la question: de quoi riait-on au Moyen-Âge? De quoi riait-on au Moyen-Âge? De beaucoup de choses, mais ce n'est pas facile d'ailleurs de pénétrer dans ce rire médiéval. Peut-être pour commencer, avant de rentrer, d'étudier, de voir de quoi l'on riait, peut-être de dire que le Moyen-Âge d'abord est très long, près de 1000 ans, et donc on a pu changer au cours de cette longue période de rire et des sujets de rire, mais surtout je crois qu'il faut dire que l'Église et le christianisme dominent de façon, on va dire, idéologique, pour faire court, toute cette civilisation, au moins de l'Occident médiéval. Et donc, pour comprendre comment on rit, pourquoi, il faut évoquer très rapidement le fait que l'Église n'aime pas, à dire les choses de façon générale, n'aime pas le rire. Et donc, nous allons être dans une situation où il faudra faire attention. Alors, pourquoi est-ce que l'Église n'aime pas le rire? Il ne faut pas regarder dans la Bible, parce que dans la Bible, on a tout et son contraire. C'est-à-dire que vous avez le fameux rire de Sarah pour la naissance d'Isaac. Donc, on rit dans la Bible. Et puis, en même temps, dans l'Ecclésiaste, par exemple, on lit « J'ai jugé le rire comme une erreur ». Donc, mais c'est surtout les moines du Haut Moyen-Âge qui sont très opposés au rire. Pour eux, ce qu'ils comptent, c'est le silence, et finalement, le grand ennemi du silence, c'est le rire. Et cela va durer longtemps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas interrompre ce silence. Il ne faut pas rire d'un rire notamment brutal, d'un grand rire, d'un rire franc, et cela va peser durant tout le Moyen-Âge. Alors justement, cette influence des moines, notamment bénédictins, parce que c'est ces moines bénédictins du début du Moyen-Âge qui vont beaucoup en parler. On voit ça dans un film que moi j'ai vu et auquel vous avez participé notamment en tant que conseiller historique avec notamment Jacques Le Goff. C'est Le Nom de la Rose, où on a cette opposition entre d'un côté le franciscain, le personnage franciscain, donc Guillaume de Baskerville, qui est joué par Sean Connery, qui dit on peut rire, ça pose aucun souci, et le vieux bénédictin aveugle qui est, je crois, pas le libraire, mais en tout cas qui est, le bibliothécaire, mais en tout cas celui qui protège la bibliothèque, qui est un peu le garant moral du monastère, qui Roger de Burgos, qui est, je me souviens bien son nom, qui lui par contre dit que le rire est un scandale, que c'est une grimace affreuse. Voilà, donc on a cette opposition.
Oui, 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 Umberto Eco a très bien rendu cette opposition, où effectivement, d'abord les moines grecs, puis après, en passant par les moines irlandais, les bénédictins sont opposés au rire, mais surtout à ce rire franc. Ils le tolèrent relativement légèrement, mais ce qui choque le plus le bibliothécaire, c'est précisément que le rire va avoir, dans ce manuscrit qu'il a découvert, va avoir un rôle philosophique. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la constitution de la connaissance. Et cela, il ne peut pas l'accepter. Et donc, effectivement, il se remet dans cette tradition bénédictine qui n'aime pas beaucoup le rire. Alors, donc, si je comprends bien, dans les sources, en fait, on a plutôt au début des sources, on va dire, négatives, des sources d'interdiction, d'accord, hein, mais est-ce qu'on commence, alors peut-être plus tardivement, évidemment, à avoir des sources qui vont justement parler d'histoires drôles, qui vont montrer des personnages en train de rire, par exemple? Oui, ben, c'est-à-dire qu'effectivement, les sources sont souvent trompeuses. Enfin, tout au moins, il faut faire attention en les étudiant, en tirant des conclusions. Effectivement, disons dans le haut Moyen-Âge jusqu'au XIe siècle, on a plutôt des témoignages négatifs, parce que les sources sont essentiellement monastiques. Donc, mais en revanche, on a des recueils de devinettes du VIe siècle qui ont été faites par des moines et pour des moines, et avec des histoires qui ne nous font pas rire peut-être toujours. Par exemple, je peux en citer une. Ce sont surtout des devinettes que les moines devaient se poser. Alors, est-ce qu'ils riaient aux éclats ou est-ce qu'ils souriaient? C'est difficile à voir. Mais on voit quand même que même dans le milieu bénédictin, même si Umberto Eco, évidemment, a forcé un peu le trait, il y avait cette soupape de sécurité. Par exemple, qui a violé sa grand-mère encore vierge? Et la question était posée à un moine qui pouvait réfléchir, comme le font en ce moment nos auditeurs. Oui. Et la réponse, eh bien, c'est Caïn. Caïn qui a violé la terre. Parce que dans la Bible, Caïn est le premier agriculteur qui a fait violence à la terre en la fendant pour y semer. Et Adam, son père, a été façonné dans la glaise du sol. Donc Caïn a violé sa grand-mère qui était la terre. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce qui est noir et qui fait du blanc? C'est une vache, par exemple. Bon, ça c'est voilà. Enfin, le genre de plaisanterie. On en a des dizaines, hein, comme ça. D'accord. Donc il faut pas non plus accorder trop d'importance aux sources négatives, mais on retrouve parfois donc, des petits textes. Et donc après le XIe siècle, par contre, on commence à avoir des textes qui vont parfois avoir des vertus, en tout cas un but plutôt comique en l'occurrence. Oui, alors on peut commencer par la théologie. Les théologiens justement reprennent cette question, s'opposent à la condamnation, on peut dire forcenée, monastique des moines. Un grand théologien au XIIIe siècle comme saint Thomas d'Aquin tolère un rire, on peut dire joyeux, parce qu'il faut faire aussi la différence entre rire joyeux et rire moqueur. Et auparavant, quelqu'un que Jacques Le Goff d'ailleurs aimait beaucoup, s'appelle Pierre Lechantre, grand théologien un peu marginal, étudie ce qu'Aristote disait à propos du rire, c'est-à-dire que le rire est le propre de l'homme. Et puis, il fait le rapport en disant « Oui, mais le Christ, lit-on, n'a jamais ri ». Mais il dit « Mais oui, mais puisque le Christ était un homme, que le rire est le propre de l'homme, il n'y a aucune raison de penser que le Christ n'a jamais ri ». Et ça, on est quand même à la fin du XIIe siècle. Il y a donc une ouverture qui arrive et qui tend à libérer quelque peu le rire. Et ce rire sera libéré, on peut dire, sinon complètement, et là on rejoint Umberto Eco, par les franciscains, puisque saint François disait qu'il fallait aborder la vie
hilari vultu en latin, c'est-à-dire d'un visage, non pas hilar, mais d'un visage gai. Et effectivement, les franciscains ont essayé, d'ailleurs avec des ennuis, parce qu'il y a des frères à Oxford qui s'étaient installés et les jeunes frères riaient sans arrêt, avec des grandes crises de fou rire, en prenant le terme hilari vultu, le visage riant, au pied de la lettre. Et leurs supérieurs franciscains sont venus en disant que quand même, il fallait être joyeux, mais ne pas avoir un fou rire perpétuel. Alors ça c'est pour le monde, donc on va dire des clercs hein, quelque part. Donc on a en effet la structure, la superstructure intellectuelle, idéologique qui dit voilà le rire c'est ça. Voilà. Maintenant est-ce que parce que tous les clercs c'est une toute petite portion de la société, même si elle est dominante, il y a tout le reste de la société, donc c'est les laïcs. Est-ce qu'on a des traces de rire chez les laïcs? Est-ce qu'on a des traces de textes humoristiques chez les laïcs? Oui, c'est-à-dire qu'on a des textes, notamment les fabliaux, oui. Qui ont été définis comme des contes à rire. Très nombreux fabliaux. Qu'on trouve en poche aujourd'hui, je précise, facilement. Voilà, oui, donc, facilement, avec d'ailleurs des ouvrages thématiques, la chevalerie et les fabliaux érotiques, où là on peut trouver des choses extrêmement intéressantes. Et là on rentre effectivement dans le comique que l'on peut dire bourgeois ou laïque. Donc ce sont urbain, des textes qui apparaissent au XIIIe siècle et où l'on peut voir ainsi de quoi l'on pouvait rire au Moyen-Âge. Et ce sont des textes intéressants. Sinon, on a aussi... Il y a aussi, je précise, il y a quand même des noms assez connus qui ont écrit des fabliaux. Par exemple, alors, beaucoup sont anonymes quand même, mais il y a Guyot de Provins, il y a Rudebeuf aussi, si j'ai bonne souvenance, qui a écrit un fabliau, au moins un. Voilà, donc il y a quand même... Oui, c'était à la fois des pièces que les jongleurs disaient, ou lisaient, enfin plutôt disaient, mais les auteurs, effectivement, certains auteurs n'ont pas rougi d'écrire des fabliaux. D'ailleurs, on parlait il y a quelques moments de l'Église, mais les clercs qui n'étaient pas sots ont mis dans leurs sermons, reprenaient des fabliaux, et on en connaît certains, des fabliaux, leur première version, en quelque sorte, grâce aux prédicateurs et grâce à ceux qui ont sauvé leur sermon. Et les prédicateurs employaient ces fabliaux pour un public laïque, en sachant très bien qu'ils allaient pouvoir les convertir en utilisant leur propre culture, avec une sorte d'emploi, mais biaisé, c'est-à-dire que la culture laïque servant en quelque sorte de support à l'enseignement moral, ce qui est assez finot. Mais est-ce que, là on a un usage, mais si je me souviens bien, dans les fabliaux, on a parfois quand même une satire parfois sociale assez rude, et notamment qui cible notamment des clercs. Et je me souviens quand même pas mal de fabliaux qui ciblent les franciscains, par exemple. Est-ce qu'on a aussi quand même beaucoup cette dimension ou c'est marginal ? Globalement, c'est marginal. C'est-à-dire que on a beaucoup étudié les fabliaux ces derniers temps. Pendant longtemps, on a cru qu'effectivement, un peu comme le carnaval, c'était extrêmement subversif. C'est-à-dire que cela était une attaque, alors soit une parodie de la littérature aristocratique, soit une attaque du clergé, etc. En fait, dans le fabliau, on navigue beaucoup sur les lieux communs. C'est-à-dire la femme est rusée, le curé cherche à tromper, aller avec la femme. Et le paysan est généralement très bête. Voilà. Le paysan, voilà. Et donc on navigue comme ça sur des lieux communs, et ces lieux communs finalement s'inscrivent à l'intérieur d'une société, mais sans la mettre beaucoup en cause. Et donc certains disent maintenant que les fabliaux sont plutôt plus conservateurs que révolutionnaires. Ceci dit, à l'intérieur des fabliaux, précisément, on retrouve beaucoup de choses qui vont contre l'Église, quand même. Par exemple, la célébration du corps.
la célébration des organes sexuels. On les nomme, on les décrit. Alors, on peut citer par exemple un longuement. titre de Fabliaux, Le Chevalier qui faisait parler les cons, par exemple, les cons étant évidemment le sexe féminin, donc voilà, il y en a d'autres. Hein, Ah oui, 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 il y en a d'autres. On pourrait comment citer d'autres, la demoiselle qui ne pouvait entendre parler de foutre, par exemple. Enfin, ça, il y en a beaucoup. Il y en a même qui sont d'ailleurs aujourd'hui complètement illisibles, comme Odigier, qui est tellement scatologique qu'on peut difficilement passer la 5e ligne. Je me demande même s'il a été un jour traduit en français moderne. Parce qu'en fait, dans ces fabliaux, il y a un jeu plus une révolte, je vais dire, sociale, c'est une révolte de langage. C'est-à-dire qu'on s'amuse beaucoup, et ça, c'est un trait. On parlait tout à l'heure en disant de quoi riait-on. On riait beaucoup des jeux de mots et des jeux sur le langage. C'est-à-dire que tout à coup, on sort un mot grossier, etc. Mais c'est pas la grossièreté pour la grossièreté, c'est le... comment dire ? C'est le contraste. Ouais, c'est un jeu intellectuel, en fin de compte, voilà. Sur le mot. Ouais, ouais. Et on retrouve un peu ça, quelque part, vous me dites si je me trompe, j'ai l'impression qu'on retrouve ça chez Rabelais, notamment, qui était aussi de formation, de culture cléricale aussi. Donc, voilà, un jeu. Je crois que Rabelais, souvent, est moins une rupture, finalement, qu'une continuité. Même, bon, s'il faut voir si on peut voir les choses comme ça de façon abrupte, mais il y a déjà ça dans les fabliaux, peut-être de façon moins, moins visible, mais quand même, il y a ce jeu autour de l'imagination, du spectacle, du rêve. Il y a par exemple... Très étonnant dans les fabliaux, beaucoup d'entre eux sont fondés sur le rêve, comme la dame qui rêvait de vie, enfin véhité. Oui, donc c'est vie étant le sexe masculin. Le sexe masculin. Alors, elle rêve, elle va au marché et elle envoie de toutes les sortes, de toutes les tailles. Et elle en trouve enfin, donc elle est couchée à côté de son mari qui dort, et elle en voit un qui est absolument formidable, elle l'achète, et le marchand lui dit, eh bien, topons-la. Et au lieu quand elle tope, elle donne une grande gifle à son mari, qui se réveille et qui lui offre le sexe masculin qu'elle attendait. Ah. Voilà. Donc, voilà, c'est ce genre. Bon, là, on est un peu dans les fabliaux érotiques ou franchement crus. Mais voilà, et le côté cru est repris dans le rêve, et donc avec une distance. C'est-à-dire qu'il y a toujours une distance par l'imagination, le rêve, le goût pour le langage par rapport à ce rire. Ces textes sont, quand on les lit, on peut les lire à plusieurs niveaux. Comme Le Nom de la Rose d'ailleurs, ouais, et on peut le lire comme ça, je veux dire, pour la gaudriole, et puis plus on les lit, plus on s'aperçoit de cette finesse, et donc de cette finesse dans le rire. Oui, parce que c'était quand même des intellectuels, souvent des clercs, hein, certainement, qui rédigeaient ces fabliaux quand même. Donc il y avait quand même cette espèce de dimension de jeu intellectuel, d'où le voire triple niveau. Ouais. Alors, comme texte humoristique, on pourrait aussi citer d'autres textes très connus, comme le roman de Renard, hein, qui est encore beaucoup enseigné à l'école aujourd'hui, où évidemment il y a aussi une volonté parodique, où on utilise des animaux. Encore une fois, là on voit que justement, vous parliez de distance, les animaux servent aussi à la distance en fin de compte. Parce que là, c'est beaucoup plus satirique. Alors là, nous sommes effectivement dans la satire, soit de la cour royale, soit des clercs, etc., sous le couvert d'animaux. Mais vous avez raison, mais là on est déjà dans cette satire, et il y a un monde où l'on aime beaucoup la satire, c'est le monde des cours, notamment de la cour d'Angleterre. Il y avait des personnages qui, fort heureusement, nous ont laissé leur recueil de satire, comme Gauthier Mappe, qui était à la cour du roi d'Angleterre au XIIe siècle, où là, il n'arrête pas de se moquer et de déclencher. Mais là, on n'est plus dans le rire, je vais dire, joyeux, le rire franciscain qui considère que la création divine est tellement belle qu'il faut s'en réjouir. Là, on est dans le rire moqueur. Ouais. Mais au Moyen-Âge, on n'a qu'un mot pour dire le rire, risus, le rire. Alors que dans d'autres langues, comme l'hébreu ou le grec, on a deux mots, le rire moqueur et le rire joyeux. Au Moyen-Âge, on n'en a qu'un.
D'accord. Et d'ailleurs, je pense que même on peut même trouver dans certains textes épiques des personnages qui deviennent risibles en fin de compte. Hein. Je pense notamment à des textes de la Matière de France où on voit Charlemagne en vieux barbon, extrêmement aigri, qui en devient même risible à force. Voilà. Ou même dans des textes aussi Arthur, ou qui parlent d'Arthur. Je crois que c'est dans le dragon des Normands en fait, hein, ou l'étendard des Normands. Hein, j'ai oublié l'auteur du XIIe siècle où on se moque d'Arthur parce que c'est une espèce de grand bourrin qui veut s'opposer à tout. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc il y a le texte du roman de Renard, mais alors on pourrait aussi citer, alors en allant un peu plus loin dans le Moyen Âge, on pourrait aussi citer les farces par exemple, hein, donc au XVe siècle, hein, par exemple la farce archi connu en France de Maître Patelin. On a fait de toute façon une émission sur le théâtre Moyen-Âge avec Darwin Smith qui en parle un petit peu. Mais vous avez trouvé un exemple, là, je trouve que c'est frappant, de personnages auxquels qu'on ne va pas forcément associer au rire, mais qui pourtant, selon certaines sources, riaient. Alors, est-ce que vous pouvez en parler? Oui, mais précisément, c'est-à-dire que on est au point. On va le dire. Les historiens sont au point sur le plan de la théorie du rire. Hein, l'Église, la condamnation, puis peu à peu, bon, tout ça. Mais il est très difficile de trouver des exemples précisément de personnages en train de rire, où on a des témoignages. Et il y en a un, et là encore, pour rendre hommage à Jacques Le Goff, qui en a parlé très bien, c'est le roi Saint-Louis. Le roi Saint-Louis, assez curieusement, enfin on l'imagine souvent austère, mais le roi Saint-Louis avait un double problème. Le premier, c'est qu'il ne pouvait pas pleurer. Bon. Mais en revanche, il pouvait rire. Et il riait beaucoup. Et son confesseur avait même obtenu qu'il ne rit pas le vendredi. Mais on a des exemples, et son biographe Joinville rapporte plusieurs récits. Il y en a un qui est assez célèbre, c'est lors de la croisade. Joinville va voir le roi qui est assis dans une tente, et il lui signale que dehors, il y a des pèlerins arméniens qui se rendent à Jérusalem et qui ont demandé de leur montrer le Saint-Roi, comme ils disent. Et Joinville ajoute « Oui, mais moi, je ne souhaite pas encore baiser vos os », faisant allusion au fait qu'il pense que Saint-Louis, après sa mort, sera canonisé, que ses ossements vont être répartis un peu partout dans la chrétienté. Ouais. Voilà. Donc aussitôt, il dit « Le roi rit d'un rire très clair et me dit d'aller chercher ses pèlerins. » Donc là, on a et la blague, en quelque sorte, et ce rire royal. Philippe Auguste aussi riait beaucoup, faisait beaucoup de blagues, et Jacques Le Goff encore a pu dire que cette manière de rire, et surtout de faire circuler les blagues du roi, faisait partie de la publicité du roi, enfin de son mode de gouvernement. C'était le roi facétieux. C'est-à-dire qu'on ne riait pas du roi, on riait des plaisanteries du roi. Il y en a une qui est célèbre, c'est Philippe Auguste, qui on sait était un peu obèse, et son médecin lui avait dit, voilà, il faut boire votre vin coupé d'eau. Alors, Philippe Auguste dit, ben oui, je vais obéir. Mais il lui dit quand même, est-ce que je ne pourrais pas boire d'abord le vin et ensuite l'eau? Le médecin réfléchit, dit, ma foi, pourquoi pas, puisque tout se mélange dans l'estomac. Le roi prend le vin pur et dit ensuite, eh bien, je n'ai plus soif. C'était ce genre. Bon, c'était pas mal. Ça fait toujours rire finalement. Et vous voyez, j'en ai encore la preuve, mais et on en a environ 20, 25, 30 récits comme ça du roi à qui un jour un mendiant demande en disant nous descendons tous d'Adam, et le roi, mon cousin, est-ce qu'il veut bien me donner une aumône? Et l'autre lui répond, si nous étions tous cousins, le trésor du roi serait vite vide. Voilà, enfin ce genre de petites... Et on le voit, ce sont des jeux à la fois le Moyen-Âge aimait beaucoup les réparties.
les réparties. Ça, on le trouve très souvent, c'est-à-dire le fait de faire une réponse rapide, instantanée. Ça voilà. me rappelle un peu l'esprit du XVIIIe siècle, hein, qu'on voit un petit peu dans le film Ridicule, hein, donc, où en fait, en effet, c'est la répartie, hein, c'est l'art de la répartie, qui, j'ai l'impression, est quand même très lié à la vie de courant. Hein, donc c'est peut-être ça aussi qui transparaît dans ces récits-là par rapport. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que précisément Gauthier Mappe, l'homme de la satire à la cour du roi Henri II, était connu précisément pour... il raconte des récits absolument abominables sur Saint Bernard, des histoires de miracles ratés. Il traite Saint Bernard de pédophile, etc. Mais avec, non pas en présentant les choses comme ça, mais... Ah oui, j'imagine les textes. Mais il raconte pas la chose comme ça, c'est plutôt par le biais de réparties. C'est-à-dire qu'un abbé dit quelque chose et lui a cette répartie, une répartie soudaine. Et alors, la moitié de la salle sortie pour rire. Bon, donc là, on voit bien que... Surtout quand on pense que au personnage de Saint Bernard, qui était pas un rigolo non plus, hein, quand même, qui était quand même assez dur, hein, voilà, qui était assez nerveux. C'est pour ça qu'on s'en... Oui, je pense que ça augmente en plus l'effet, hein, je pense, voilà. Ouais. Et ça me rappelle vraiment, là, je refais le parallèle avec le XVIIIe siècle, ça me rappelle un peu l'esprit de Voltaire aussi, hein, qui était aussi assez célèbre pour sa répartie, justement, ou par ses petites libelles, ses petits quatrains, qui étaient censés... Oui, voilà, ouais. Mais la répartie est un mode de gouvernement. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'un livre était sorti à destination des cadres pour leur apprendre à avoir de la répartie avec des exercices pour, lorsqu'on vous dit quelque chose, d'avoir tout de suite une répartie. On trouve ça dans le film Amélie Poulain aussi, ouais. Hein, qui trouve à répondre bien après, là où j'aurais fallu le faire, mais et le Moyen-Âge aimait, voilà, il aimait les jeux de mots, les réparties, l'esprit vif, et même dans les fabliaux, donc les plus, on va dire les plus obscènes, certains, il y a toujours cet amour. Voilà. Alors, le temps commence à être un peu compté, donc on va terminer sur quelque chose que vous connaissez bien et qui a été cher aussi à Jacques Le Goff, qui est cher aussi au GAOM, donc l'équipe auquel vous appartenez aussi, donc à l'EHESS, c'est les images. Hein. On va en parler très rapidement. Est-ce qu'il y a dans les enluminures médiévales, hein, où évidemment quand on pense à images, on pense aussi aux sculptures des églises, des cathédrales, où on voit parfois des démons grimaçants et tout, mais est-ce que dans les images il y a des images humoristiques? Là je pense aussi évidemment à ce qu'on appelle les marginalia, donc, ou les marginalia, donc ces images de marge où on voit par exemple des chevaliers chevauchant des escargots ou affrontant des lapins ou que sais-je encore, voire des fesses qui pètent, voilà, enfin est-ce que on peut des cigognes qui mettent leur bec dans le derrière des singes, ouais, par exemple, voilà. Donc, est-ce qu'on peut analyser ça comme des images humoristiques? Eh bien, en fait, ces images, qu'on appelle souvent d'ailleurs des images à drôlerie, hein, qui ont été étudiées récemment, après avoir été longtemps mis en quelque sorte à l'index, posent un problème, une énigme, c'est-à-dire quasiment insoluble. On se demande toujours à quoi elles servent. Parce qu'on en trouve beaucoup, par exemple, dans les livres d'heures, c'est-à-dire que qui sont des livres de prière. Des livres de prière, voilà. Et en général, pour des dames en général de haute lignée. Et quand on les regarde, on trouve en face d'une autre paire, en face des abominations, avec des phallus, avec des ailes, et puis avec d'autres choses, donc beaucoup d'animaux, mais mis un peu à contre-emploi, effectivement, des lapins qui font peur aux chasseurs, des escargots, vous l'avez dit, qui se battent avec leurs cornes, etc. Et alors donc, à quoi est-ce que ça servait? Alors, soit on le rattache à un mot du texte, mais cela ne marche pas. Soit alors, il y a toujours cette ambivalence, c'est-à-dire qu'on peut à la fois prier, et puis en même temps, pour ces grandes dames, on peut aussi s'amuser. C'est-à-dire qu'il y a cette les deux, en quelque sorte, sont complémentaires, et c'est assez surprenant, et ça reste
encore aujourd'hui une énigme historique que ces marges à drôlerie. Est-ce qu'on peut pas penser aussi qu'en fin de compte, la page est construite un peu comme le monde, avec au centre la parole du Père ou la parole divine, et dans les marges, d'accord, un peu justement autre chose, un monde déformé, un monde drôle, un monde inversé, un peu comme le carnaval quelque part. Oui, et puis avec un effet de signalisation, disons, voyez comment est le monde, un peu étrange avec les choses du sexe, et puis finalement tout ça est marginal et le centre serait effectivement, c'est une hypothèse qu'il faut prendre en compte et qui me paraît tout à fait intéressante et réjouissante. Allez, merci beaucoup. On aurait bien aimé pouvoir parler du carnaval. Alors, on en parle 2 minutes, 2 secondes. Allez, le carnaval, parce qu'évidemment quand on pense au carnaval, donc cette fête juste avant le carême, donc le dernier moment avant, c'est cette longue période de restriction qui prépare évidemment au moment central de la chrétienté médiévale, c'est-à-dire à Pâques, hein, donc le moment de purification, le carême. Donc le carnaval, c'est un peu le grand défouloir avant le moment de purification. Exactement. Et là encore, c'est une énigme. C'est-à-dire que est-ce que ce carnaval, comme l'Ifablio, était révolutionnaire, était antisocial, enfin, contre la société, ou est-ce qu'au contraire, c'était un moment précisément de défoulement et qui ne mettait pas en cause les choses. En tous les cas, on peut être sûr qu'on riait beaucoup et que Rabelais précisément est le digne continuateur dans les lettres de ce carnaval. Eh bien, Jacques Berlioz, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle à tous merci d'être venu donc nous parler de ce rire au Moyen-Âge, et une émission où moi personnellement j'ai beaucoup ri. C'est formidable, ça a atteint son objectif. J'espère vous aussi, chers auditeurs, chers auditrices, que vous avez ri en écoutant cette émission. Je vous rappelle que le festival Bobine et Parchemin se tient du 16 au 26 mars 2016 dans de nombreux lieux, et il y aura notamment une conférence de Jacques Berlioz au musée de Cluny sur le thème de, devinez quoi, le rire au Moyen-Âge. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.